Mes chers collègues, si vous voulez, on va démarrer. Alors depuis notre dernier conseil, notre pays a tellement été préoccupé par la succession de campagnes électorales que certains auraient pu penser que l'action publique communautaire s'était arrêtée. Les résultats de ces deux élections nationales, qui sont des élections majeures, sont maintenant connus de tous et ont affiché clairement que le fait présidentiel l'emportait désormais sur toutes les autres élections. On peut s'en réjouir ou le déplorer selon la lecture personnelle que l'on peut faire de la nouvelle architecture politique de notre nation. Si pour les 5 ans à venir, c'est une réalité qui s'impose à tous, on doit continuer à nous mobiliser, chacun à sa place. En ce qui nous concerne, notre communauté de communes, parmi les 38 points évoqués ce soir, va encore étoffer notre service à la population, en évoquant notamment la collecte des déchets, la collecte sélective des déchets, en renouvelant le parc informatique des communes, ce qui va permettre également un meilleur service à nos populations, d'accompagner nos entreprises et leur donner les moyens de s'agrandir sur nos nouvelles ZAC, par exemple, de favoriser et de soutenir l'emploi à travers nos autorisations de programme. À l'échelle communautaire, notre place est la proximité, aux côtés des communes. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en préambule ce soir. Et si vous le voulez bien, avant même de saluer un peu tout le monde, je voulais laisser la parole à Marie-Marthe. Nous avons échangé ce matin sur un sujet et donc je lui avais promis de lui laisser la parole. Je te remercie, Michel, de laisser la parole à un maire démissionnaire, à la tête d'un exécutif démissionnaire également. Et si nous avons pris la décision d'une démission collective hier soir en conseil municipal, c'est pour une raison bien sûr très grave, à savoir l'avenir catastrophique de notre école à la rentrée. Alors, vous savez tous que nous étions en RPI depuis 2008, RPI très chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce sont finalement des décisions unilatérales des communes de Bergues et de Gavis début janvier qui nous ont poussé, nous, à proposer un projet d'autonomisation de l'école de Fixem. Ces menaces ont paru suffisamment crédibles à l'inspecteur d'académie, M. Louvet, pour qu'il accepte ce projet et qu'il nous assure même qu'il ouvrirait une deuxième classe à Fixem, donc une classe de maternelle, à partir de 25 inscriptions. Certes, j'ai été assez naïve pour y croire, et les 2 CTP successifs de février et de juin n'ont pas confirmé cette ouverture de poste, alors que nous avons 26 inscriptions. Mais de plus, comment j'aurais pu croire que, par rapport à la charte déontologique qui avait été discutée en réunion des maires, ici même, il y a 2 ans, qui a été rediscutée jeudi soir, la semaine dernière, en association des maires du canton, comment j'aurais pu croire que cette charte déontologique était foulée aux pieds, au point que les dérogations étaient signées par le maire de Gavis, larga manu. Donc 12 dérogations ont été signées avant même que je n'ai pu donner mon avis, donc c'était une décision préliminaire, préalable, que les familles ont bien comprise. Il m'aurait suffi de 4-5 enfants pour ouvrir cette classe de façon certaine. Donc je voulais dénoncer ce fait. Le conseil municipal qui avait pris auparavant toutes les décisions concernant l'école à l'unanimité a suivi dans la démission puisque nous ne voyons pas d'issue actuellement. Alors, notre projet d'autonomiser l'école, ce n'était pas un coup, une année. Nous avions les effectifs. Nous avions 39 enfants scolarisables cette année, 44 l'année prochaine, 53 l'année suivante. Donc on espérait dans 2 ans avoir 3 classes au total, 2 classes de primaire, et nous avions mis, nous, tous les moyens de notre côté. La commune de Fixem a engagé la rénovation des locaux, alors il faut le dire, avec des fonds publics, donc là aussi c'est du gâchis de fonds publics, puisqu'il y avait des fonds de l'État, du conseil régional, du conseil général, de la communauté de communes et de la CAF pour le périscolaire. Le reste a été avancé par la commune de Fixem sur ses fonds propres, et sans participation des autres communes. Nous avions également budgété et promis que nous embauchions une ATSEM pour la maternelle et un assistant d'éducation pour les classes de primaire, tant qu'on n'aurait plus de 3 niveaux dans la classe de primaire, c'est-à-dire pour probablement les 2 premières années. Mais
avec l'augmentation des effectifs de la commune, un lotissement qui est tout juste occupé, un PLU qui est en cours d'approbation, qui comporte 3 hectares constructibles en 2 tranches, donc c'est quand même considérable. Vraiment, notre école avait de l'avenir et l'UV l'avait accepté comme tel. Maintenant, ce projet est complètement sabordé, puisque suite au dernier CTP, tout ce qui nous est proposé, c'est une classe de primaire, puisque le poste est maintenu quand même, mais comportant les enfants de la grande section au CM2, donc 6 niveaux, vous imaginez, et aucune possibilité de scolarisation pour les petites et moyennes sections de maternelle. Ça veut dire, et on nous dit, débrouillez-vous. Donc c'est clair que la situation, elle est un peu plus catastrophique. Alors je reçois bien sûr depuis la fin de semaine dernière les parents de plus en plus agressifs qui me disent, eh bien comment on fait ? Donc tout ce que j'ai pu leur promettre, c'est qu'on essaie de trouver une solution collective, et que chacun n'aille pas dans son coin chercher une place dans l'école voisine. Mais ce que je veux dénoncer aujourd'hui, c'est le racolage qu'on fait dans les communes voisines pour maintenir son école. En l'occurrence, ce n'est pas le cas pour l'école de Gavis, puisqu'elle comporte déjà 122 enfants cette année. Si elle récupère nos enfants, ça fera 150, alors qu'il y a des lotissements en construction partout, comme je vous disais, le PLU chez nous. Donc on va faire des écoles à 250 gamins. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut pour nos villages ? Donc les écoles rurales, moi j'y crois. Je pense que c'est un lieu de convivialité, d'échange, d'intégration des familles nouvelles. Laissons-nous les ouvrir, les maintenir et ne sabordons pas ces projets. Alors, ici, on se gargarise de l'esprit communautaire et dès qu'on est rentré dans sa mairie, on fait du racolage par rapport aux autres. C'est vraiment inadmissible. L'école de Gavis n'était tellement pas menacée qu'elle avait le privilège de recevoir le plus d'enfants de l'extérieur. Il y avait 20 enfants hors RPI inscrits à Gavis cette année. Avec les 12 qui viennent de Fixem, ça fera donc une trentaine pour l'année prochaine. C'est-à-dire une classe et demie d'enfants qui ne viennent pas des communes de Bergues et de Gavis. Est-ce que ça c'est normal ? Est-ce que on le cautionne tous ? Alors certes, aujourd'hui c'est un cri de gueule d'un maire en colère, mais c'est aussi un appel au secours à dire aidez-nous à trouver une solution pour nos enfants cette année, puisqu'on ne peut pas admettre qu'il y ait 6 niveaux, 15 enfants donc en 6 niveaux en une seule classe, avec en plus pas de possibilité de périscolaire, puisqu'il faut au moins 7 enfants, que ce soit à midi ou le soir, pour ouvrir le périscolaire, donc pas de possibilité de périscolaire pour ces enfants qui accepteraient de rester là, mais je vous garantis qu'à la rentrée, il n'y en aura plus 15, il y en aura 5 ou 6 qui auront accepté d'y rester. Et donc, c'est le cri de gueule, le coup de gueule, mais aussi aidez-nous à trouver une solution maintenant, sur ceux surtout qui nous ont mis dans la merde. Et donc, pour trouver une solution pour nos enfants cette année, mais également pour pérenniser l'école de Fixem, parce que je crois qu'on y a droit. Merci. Voilà. Je ne commenterai pas ton action, parce que dans le cadre de mes compétences, ce n'est pas le rôle du président de la communauté de communes. J'ai bien compris que le fait de la présence des journalistes était important. Maintenant, si tu es d'accord, est-ce que ou Madame le maire de Bergues ou Monsieur le maire de Gavis veulent prendre la parole, je leur laisse, parce que par rapport à la presse, il faut qu'ils puissent au moins avoir juste un temps de réaction, au moins pour qu'il y ait une équité. Hein ? Qui s'exprime pour... Je souhaiterais rappeler un historique, qui est l'historique du regroupement du RPI Bergues, Gavis, Fixem. Gavis, Bergues était regroupé depuis plusieurs années de fait et fonctionnait en regroupement depuis plusieurs années. Lorsque Fixem, étant en difficulté d'effectifs, était menacé de fermeture, elle n'avait plus qu'une classe. Sachant que les structures à une classe étaient menacées, Fixem a sollicité, je ne sais pas si vous entendez, Fixem a sollicité son entrée au RPI à Gavis. Le principe était que Fixem gardait une classe et que Fixem a souhaité avoir un périscolaire. Donc nous en avons été d'accord, le principe étant que Fixem investissait sur son périscolaire et que une partie des élèves, les élèves élémentaires étaient en périscolaire à Fixem, les élèves maternels étaient en périscolaire à Gavis. Le RPI a ainsi fonctionné difficilement,
avec des déplacements et avec, dès la première année, le vote du conseil municipal de Fixem pour une construction d'école en commun avec, je crois que c'était Byron Gandren. Fixem a souhaité très rapidement, et nous en avons la délibération, se regrouper avec une autre école. Donc bon, ça ne s'est pas fait, le RPI est resté ainsi. Voilà, la demande unilatérale qu'a évoquée le maire de Fixem me fait bondir, puisqu'il s'agit d'un refus de la part des communes de Bergues et Gavis d'accepter une seconde classe à Fixem, puisque Gavis dispose de 5 classes. Donc pourquoi encore des transports, encore une classe à Fixem? Fixem s'étant engagé à ne jamais le faire, et c'était c'était la condition de l'acceptation du RPI au départ. Donc nous avons refusé cette deuxième classe sur le site de Fixem, puisque les classes de Gavis étaient disponibles. N'ayant pas obtenu cette deuxième classe, Fixem a voté son retrait du RPI. Nous avons appris le retrait du RPI de Fixem par Fixem, acté ce retrait, les conseils ont acté ce retrait et accepté ce retrait. En aucun cas, ni Bergues, ni Gavis n'a souhaité, sollicité, ni provoqué le retrait de Fixem du RPI. Maintenant que Fixem n'ait pas ses postes budgétaires, les postes budgétaires, vous le savez, c'est en janvier. On sait généralement en janvier, lorsqu'on a un poste budgétaire, la suite que Fixem n'ait pas ses classes et ses postes, c'est un problème entre Fixem et l'Éducation nationale. Je ne m'en serais absolument pas mêlée, je ne serais pas intervenue. Je vois que le maire de Bergues n'y tient pas précisément, et Fixem et Jean non plus. Tu veux intervenir? Oui, donc, si, donc il ne faudrait pas qu'on dépasse un temps de parole des deux autres communes. Non, d'accord, je croyais que tu me faisais signe que non. Mais je ne serais absolument pas intervenue s'il n'avait pas été mis en cause une décision unilatérale. Il n'y a jamais eu de décision unilatérale. La seule décision est celle de Fixem de se retirer du RPI. Fixem veut sa classe, c'est louable. Fixem veut son école, c'est louable. Mais que Fixem ne fasse pas porter le chapeau des communes voisines de ces difficultés. Quant aux familles qui restent à Gavis, elles le restent à leur demande parce que les enfants ont entamé un cycle scolaire à Gavis. Comme vous le savez, vous êtes maire, vous êtes élu, vous savez que la loi permet aux enfants, aux familles d'exiger de terminer leur cycle dans l'école dans laquelle ils l'ont commencé. Donc, ils terminent leur cycle. Lorsqu'ils auront terminé leur cycle maternel, s'ils veulent aller à Fixem, ils vont à Fixem. Lorsqu'ils auront terminé leur cycle, ils iront où ils voudront. Nous ne retenons aucun gamin. Bien au contraire, nous leur avons parlé de l'école de Fixem. Et nous avons au contraire souhaité qu'ils rejoignent leur école. Mais on ne peut pas obliger les familles à changer d'école en cours de cycle. Mais il n'y a pas eu d'inscription. Voilà. Est-ce que tu peux réagir, Katia, mais essayer de faire pas trop long, s'il te plaît? Non, c'est pas très long. Je veux juste dire qu'effectivement, c'est Fixem qui a demandé à sortir du RPI, qu'en aucun cas nous avons demandé leur sortie, que c'était un choix, que ça s'est fait très rapidement puisque nous n'en avions pas été informés. On l'a su par publication bien après, et que je pense très sincèrement qu'on aurait pu, sur encore une année, travailler pour préparer la sortie de Fixem si vraiment ils voulaient partir, et auquel cas ça se serait fait avec du temps et avec une préparation sans aucun souci. Et je pense qu'en plus, comme dit Marie-Marthe, avec une année supplémentaire, il y avait plus d'enfants, donc ça laissait le temps, je pense, de préparer le terrain. Et je voulais juste ajouter qu'en termes de racolage, excuse-moi Marie-Marthe, m'était quand même venue voir Bergues pour demander qu'on rejoigne Fixem et qu'on se sépare de Gavis.
auquel cas à l'époque, le conseil municipal était allé voir et l'école de Gavis et l'école de Fixem parce que je voulais que chacun se rende compte des deux lieux. Bon, il s'avère qu'il n'y a pas eu de décision à prendre puisque les choses ont été très vite après. Mais voilà, moi je suis d'accord avec Brigitte, l'éducation nationale c'est un souci, mais je ne pense pas que l'on ait fait en sorte que vous sortiez du RPI. Certes, c'est étendu, mais on arrivait quand même à travailler et avancer et à faire quelque chose pour les enfants. Voilà, c'était tout. Non, tu as laissé la parole, Jean, à Brigitte. Sinon, on ne va pas s'en sortir, Jean. Hein, s'il te plaît, j'ai voulu essayer d'être juste, et sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Je ne veux pas... voilà, donc, moi, je souhaite vraiment que des solutions soient trouvées, dans l'intérêt de chacune de vos 3 communes, dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt des parents, que Marie-Marthe se batte pour conserver une école, c'est noble. Je veux dire, chacun d'entre nous, à part ceux qui ont déjà fait un RPI par le passé, mais chacun d'entre nous se battrait de la même manière. Et je me souviens que notre ami Gérard, maire de Rodemack, l'année dernière, s'est battu également pour maintenir son école. Donc le combat que tu portes, Marie-Marthe, est noble sur le fait de vouloir garder ton école dans ton village. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment trouver un accord de manière à ce que les enfants, les familles et que tout le monde puisse retrouver le calme et la sérénité sur ce morceau de territoire. Voilà, moi j'en appelle à la raison des 3 communes et je m'arrêterai là pour voir comment vous pouvez peut-être vous réorganiser, si c'est possible, avec ou les parents ou entre vous. Voilà. Je dirais que cette discussion est close. Chacun a pu s'exprimer. Les 3 communes ont pu s'exprimer. Madame De Rosa, que je salue, on fera l'analyse comme elle le souhaitera ou comme elle le pourra au sein du journal. Mais j'espère, Mme De Rosa, sans peut-être essayer de ménager les communes et l'ambiance de ce secteur en pensant à l'intérêt des enfants et des familles. Mais je sais que vous êtes une vraie professionnelle et que vous ferez le nécessaire. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, normalement, un agent de la communauté de communes devait être présent, mais je ne le vois pas. Normalement, je devais vous présenter M. Alexandre Véder, qui a intégré la communauté de communes le 23 avril. Donc, on le fera venir la prochaine fois. Je rappelle que l'ADCF se tient à Biarritz. Qu'aujourd'hui, j'ai la réponse de 10 élus, qu'il y a 3 élus qui ont laissé éventuellement planer le doute, mais n'ont rien confirmé. Je parle de M. Ornielli, M. Belli et de M. Blanchard. Voilà. Alors, M. Ornielli, vous venez ou vous ne venez pas? D'accord. M. Blanchard n'est pas là. On l'interrogera en direct. Est-ce que d'autres veulent le faire? À partir de demain, on ne prendra plus d'inscription. J'ai fait le choix, pour des raisons, et que personne ne sourit, budgétaires, du train. Parce qu'il y a un delta de 400 € par personne si on prenait l'avion. Voilà. Donc 400 €, je veux dire, même si on est un jour plus tôt qu'il faut payer une nuitée supplémentaire, c'est quand même moins cher que le déplacement en avion. Donc, dans ce cas-là, le train partira le mardi 2 octobre. Alors, je n'ai pas tout à fait les horaires, mais à ceux qui viendront, on leur communiquera. Et le retour se fera le vendredi 5 aux alentours de entre 20 h et 21 h.
Je vous rappelle l'étude qui est en train d'être menée par le PFL sur la définition des paramètres à enjeu, des périmètres à enjeu. Oui, mais c'est des paramètres. Donc, par rapport à ça, chaque commune a été normalement contactée. Alors, celles qui ne l'ont pas encore été vont l'être. Ne prenez pas ce dossier, je dirais, à la légère. Pourquoi ? Il va permettre avec vous, élus de communes, de définir les périmètres sur lesquels le PFL pourra venir en votre lieu et place pour acheter le foncier et éviter certaines choses que les municipalités ou que les conseils municipaux ne voudraient pas dans leur commune en matière de développement. Voilà, donc apporter toute l'attention nécessaire à la visite du bureau d'études dans le cadre de cette étude, justement. Il va y avoir également différentes réunions. Un comité de pilotage le 23 juillet de 16h30 à 18h30. Une deuxième phase où il va y avoir des groupes de réflexion concernant l'habitat et l'immobilier. Donc le 10 du 10, toute la journée, de 9h à 17h, ainsi que le 22 du 10, de 16h30 à 18h30. Il va y avoir également une autre réunion le 31 du 10, sur 2 heures, et la préparation du programme d'action, avec la réunion du comité de pilotage le 19 novembre, de 16h30 à 18h30. Le 3 juillet se réunira également le comité de pilotage, c'est-à-dire le premier comité de pilotage, sur la réflexion et la programmation du projet abattoir. Donc seront associés les 6 EPCI, étant donné que les 6 EPCI du Nord Thionvillois ont décidé d'adhérer à la réflexion de ce projet. Différents points vont être abordés ce soir. Je voudrais simplement revenir sur le point 20. Avant même que les délégués, par exemple, de Basse-Rheinchen interviennent, dans le cadre du fonds de concours, proposition de complément au règlement financier sur le petit patrimoine. Forcément, aujourd'hui, on avait des actions et du petit patrimoine qui étaient recensées. Donc, je vous demande d'entériner ce qui est déjà recensé. Et il était question à un moment donné, un point qui était le point suivant, c'était alignement de tilleuls et de platanes. Donc, ce point-là doit toujours être étudié, et il le sera, mais afin de ne pas bloquer les autres opérations, je demande d'entériner tous les autres points, en sachant que la commission ad hoc va devoir encore réfléchir pour se positionner sur les conditions d'éligibilité de plafond sur les tilleuls et les platanes. Voilà. Et sur le point 34, vous savez que c'est la problématique du contrôle et des mises aux normes des fosses septiques. On a certaines programmations qui sont prêtes, certaines de nos habitants, quelque part, risquent d'être pénalisés et par le contrôle d'une fosse septique, et alors qu'un an et demi ou 2 ans après, ils seront en assainissement collectif parce que le programme aura démarré et les habitations seront branchées. Afin de ne pas être bloqué par la loi et de savoir exactement, j'ai décidé, après une discussion au niveau du bureau, d'écrire un courrier au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, concernant justement nos obligations dans le domaine et voir si on ne pouvait pas acter sur le fait que lorsque le programme était acté,
de peut-être pas aller systématiquement faire des contrôles qui pénaliseraient indirectement ou à 1 année et demie près ou à 2 ans près nos habitants. Voilà, donc dans ce domaine, j'attends une réponse du nouveau ministre en matière de l'environnement et de l'écologie. Je vous rappelle que bien souvent le mois de juin est synonyme de fête et d'animation. Donc la fête médiévale que la communauté de communes soutient financièrement aura lieu ce week-end, le 30 juin et 1er juillet. Que tout au long de l'été, des animations musicales seront proposées aux visiteurs sur le site de Rodemack et aux alentours. J'ai également souhaité que dans le cadre des Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, il y ait une opération porte ouverte ici à la maison communautaire. Alors, éventuellement, les élus qui seraient susceptibles de pouvoir venir être un peu présents sur les lieux, bien sûr, je vais demander aux agents de la communauté de communes, mais je pense que si on pouvait mettre en place la présence de quelques élus, ça serait pas mal. On y trouvera, bien sûr, les gens pourront visiter et il y aura une exposition ou des expositions qui auront lieu dans ces locaux. Bien sûr, on ouvrira la citadelle de Rodemack, une exposition aura lieu et on va faire une conférence d'information sur le projet de la citadelle. Cette réunion, la première s'est tenue à Étanges-Grande, celle-là se réunira sur Rodemack et devra permettre de communiquer sur les travaux de la commission entre le moment de présentation du projet et le projet qui est aujourd'hui entériné. Alors même s'il n'y a pas de grands changements, il y en a quelques-uns qui méritent, dans le cadre d'une transparence, d'être portés à connaissance des habitants du territoire et d'être expliqués. Alors donc je souhaiterais qu'à cette réunion, la présence de M. Bottineau, et je crois que c'est à peu près tout. Comment ? Oui, voilà, les différents membres du groupement, de manière à pouvoir, en présence des élus communautaires, j'y serai, Brigitte y sera sûrement aussi, on verra avec les membres de la 8e qui pourront assister à cette conférence, répondre aux questions des habitants du territoire. Donc je souhaite, et j'espère que vous avez tous signé la feuille de présence. Le quorum est atteint. Il y a quelques délégations. Donc, M. Chilz-Bernard, qui a donné délégation à Mme Katia Genémation. M. Michel Blanc, qui a donné délégation à M. Gérard Thaïs. Et M. Ollinger Patrick, qui a la procuration de M. Patrick Belly. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, on va pouvoir ouvrir ce conseil communautaire, tout en sachant que sur France 2, et vous avez une petite feuille du Parisien qui vous a été distribuée, dans l'émission de Stéphane Bern, sur les plus beaux villages, la commune et le village de Rodemack passent ce soir, et à partir de là, il faudra voir s'ils vont être retenus. Pour être à l'émission, ils ont déjà passé une première étape, qui était l'étape des internautes, qui avaient, je crois, voté une présence dans le cadre de l'émission. En tous les cas, il y avait une mobilisation à un moment donné, même sur le Facebook communautaire, pour porter le village de Rodemack. Donc ce soir, le village de Rodemack, mon cher Gérard, est défendu par Madame de Fontenay. Bon, on parlait de vieille pierre à la base, mais j'espère que sa présence, mais je sais que c'est une Mosellane et une Lorraine convaincue et qu'elle défendra bien le territoire. Et d'ailleurs, oui, vous avez rigolé parce que dans l'article, elle-même évoque le fait et le lien entre elle et les vieilles pierres.
Et en fin de compte, elle fait le constat que les deux durent dans le temps. Voilà, donc ce n'était pas bien sûr de ma part lui faire injure que de laisser évoquer son nom après les vieilles. Oui, mais ils ont tous la feuille, Willy. Voilà. Alors, au fur et à mesure du déroulement de la soirée, Aurélie nous tiendra au courant de savoir comment évoluent les choses pour Rodemack sur l'émission de France 2. Voilà, donc ne soyez pas étonnés si à un moment donné, à l'issue d'un point, j'interviens pour vous donner quelques nouvelles de cette nature. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de la présentation et je démarrerai tout de suite après avoir salué la présence de Madame Pfeiffer, notre public habituel. Et bien sûr, je vous rappelle, mais je pense que tout le monde a pu le voir, nous sommes dans le cadre du deuxième conseil communautaire qui est filmé. Donc je vous rappelle quand même que lors du premier, nous avons eu des pics d'audition où il y avait quasiment jusqu'à 400 personnes qui étaient branchées sur le site de la communauté de communes. Voilà. Donc le point numéro 1 concerne l'approbation des comptes rendus du Conseil communautaire des 6 et 27 mars 2012. Avez-vous des remarques sur ce sujet? Donc s'il n'y a pas de remarques, je considère que vous l'approuvez tous. Le point numéro 2 concerne des décisions que j'ai pu prendre sur la période du 15 mars au 6 juin. Donc, comme convenu, vous avez les délibérations détaillées qui vous sont parvenues. Y a-t-il des questions? Si vous n'en avez pas, on peut passer au point suivant. Le point 3 concerne des décisions du bureau communautaire à la date du 7 février 2012. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Le point 4 concerne des décisions du bureau communautaire du 28 février. Y a-t-il des questions? Bon. Merci. Point 5, bureau communautaire du 6 mars 2012. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Alors, si vous voulez bien, je vais regrouper certains points. Est-ce que je vais regrouper le point 6, qui est des décisions du bureau du 20 mars, avec le point 7, qui est des décisions du bureau du 27 mars, le point 8, des décisions du bureau du 10 avril, le point 9, des décisions du bureau du 24 avril. Y a-t-il des questions sur ces points-là? S'il n'y en a pas, merci, je continue. J'en suis au point 10. C'est des décisions du bureau du 22 mai. Non? Voilà, je vous remercie. Donc, si vous voulez bien, nous allons rentrer directement sur le point 11. Alors, le point 11, la délibération, comme elle a été écrite, a bien sûr été écrite avant la réunion qui s'est tenue la dernière fois. Donc, si vous en êtes d'accord, la délibération que nous prendrons serait la suivante, ou sera la suivante. Donc, nous acceptons la mise en œuvre de la loi pour l'année 2012 dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on reste sur l'année 2012. Mais afin d'être juste clair et transparent, on précise bien que ça ne concerne que l'année 2012. Vous savez, comme ça a été évoqué, qu'on pouvait éventuellement revenir l'année prochaine sur le sujet et rediscuter de ce pic. Y a-t-il des questions?
Donc je vous remercie. Donc je crois que c'est un don-acte du moment que c'est la loi. Donc nous allons passer, si vous le voulez bien, au point 12. Alors le point 12, c'est le contrat de maîtrise d'œuvre pour la valorisation du site de Rennes. Je vous dois quand même un petit rappel sur ce point. Parce que j'attire votre attention, et pour celui qui serait mal assis, dans les dernières phrases, il y a marqué soit une augmentation de 646 000 €, c'est-à-dire 67,8% du prix de base. Je vous explique le pourquoi du comment. Souvenez-vous, lors de l'esquisse, nous avions arrêté un tarif pour la maîtrise d'œuvre. Cette somme avait été arrêtée sur la base du marché de l'esquisse et se montait aux alentours de 954 000 €. Simplement, les prix se fixent au moment de l'APD. Donc, entre la période de l'esquisse et la période du 6 décembre 2011, où nous avons arrêté le programme final, et que vous avez arrêté le 6 décembre 2011 dans le cadre du tableau et dans la rubrique valorisation, le montant de 1 645 514. Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que ce montant d'1 600 000 que vous avez arrêté représentait 13,7% du montant global de l'opération. Et donc, aujourd'hui, on redélibère sur quoi? On redélibère simplement sur le fait que nous avons négocié avec l'architecte et que nous avons fait baisser ce prix de 1 645 000 pour le ramener à 1 601 000. Voilà. Ce qui ne représente plus qu'une implication de 12,94%. Simplement, les 600 000 €, c'est ça. C'est le delta entre le premier positionnement qui correspondait à l'esquisse avec la partie APD qui a été arrêtée. Voilà. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Forcément, je pense que oui. Mais si vous avez des questions, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je vous remercie. Donc, est-ce que quelqu'un est contre ou est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 13. Le point 13, nous l'avons évoqué comme ça à travers différentes réunions, c'est la réflexion de la mise en œuvre d'un équipement intercommunautaire d'une capacité de 5, je parle de mémoire, de 5 à 6 000 places dans le nord, de 5 000 places, de 3 000 à 5 000 places dans le nord mosellan. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est demandé? Il vous est demandé, dans le cadre de cette délibération, simplement que la communauté de communes participe à la réflexion et à l'étude du besoin d'un tel équipement. Donc forcément, une implication financière des 6 EPCI au prorata, par exemple, d'une base de données telle que le nombre d'habitants pourrait être demandée sur le coût de l'étude. Aujourd'hui, il s'agit simplement de mesurer si ce secteur, si ce nord mosellan a besoin d'un équipement de cet ordre de grandeur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non? Donc, si vous n'avez pas de questions, je fais procéder au vote. Est-ce que quelqu'un
est contre le fait que la communauté de communes avance dans l'étude et sur l'étude avec les autres communautés du Nord Mosellan? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 14 concerne la prise de compétences, gestion et animation de sites naturels remarquables. Bien sûr, ça concerne la demande de la prise de compétences par rapport à la réserve naturelle de Étangerand. Donc, on s'était déjà plus ou moins prononcé là-dessus. Et donc, aujourd'hui, il y a des échanges qui se font avec l'État. Il y a un dossier de candidature qui a été rempli. La communauté de communes, poursuivre le positionnement jusqu'à présent, a rempli le dossier. On est en attente, et ça devrait arriver au mois d'octobre, d'un positionnement c'est la DREAL, ou de l'État à travers la DREAL, sur le fait qu'on nous confie. Alors, on a demandé, nous, la gestion et l'animation. On a eu dernièrement, et je vous le dis, éventuellement, je crois que c'était la DREAL qui voulait l'animation. Non. Ah oui, le Conservatoire des sites lorrains nous avait fait un premier courrier disant que, éventuellement... Oui, d'abord, ils nous ont fait un premier courrier nous disant qu'éventuellement, l'animation pouvait les intéresser. Et là, ils viennent d'en faire un deuxième disant qu'ils ne sont plus intéressés. Voilà. Donc, on arrive au point 0 sur le sujet et on va attendre la réponse de l'État de savoir s'il nous confie la gestion de la réserve ou pas. Le Conservatoire propose de nous aider sur la partie scientifique. Oui, alors le Conservatoire voulait nous aider à remplir le dossier, mais le dossier est déjà parti. Il est parti. Ouais. Mais voilà, il souhaite, mais on verra par la suite quelles sont leurs propositions sur une aide scientifique. Oui, Jean-Marie. Si nous devenons gestionnaires du site d'Étangerand, est-ce que nous embaucherons aussi la conservatrice qui est sur place actuellement? Oui, son emploi qui est financé en partie par l'État est lié dans le transfert de compétences. Alors après, voilà. Par rapport à ça, aujourd'hui, elle travaille 60% et elle a un financement de l'État à hauteur de son engagement. Bon, de toute manière, la communauté de communes et la politique de la communauté de communes a toujours été, dans le cadre de transfert, de récupérer toujours le personnel qui allait avec. Et de toute manière, c'est plus ou moins automatique. Alors, il y a aussi, aujourd'hui, on est aussi en attente de délibération des communes. Alors, certaines communes ont délibéré, parce que vous savez très bien qu'il faut le transfert de compétences, il faut aussi une délibération des communes. Donc, certaines communes ont délibéré, d'autres ne l'ont pas encore fait. Donc, j'encourage vivement les communes qui ne l'ont pas fait à le faire. On délibère sur quoi? Donc la chose importante de cette délibération, c'est de préciser simplement que la compétence ne sera mise en œuvre que si la communauté de communes est désignée comme nouveau gestionnaire de la réserve. Je pense que ça va de soi, mais je pense que c'est toujours mieux quand c'est écrit. Même si dans ce domaine-là, ce n'est pas l'éducation nationale. Donc, si vous voulez bien, on va passer au point 15. Le point 15, c'est un sujet qu'on connaît bien. Après la réussite de la prise de compétences, et je dis bien la réussite, chaque habitant, lorsque je vais sur le territoire, est satisfait du service de la collecte de nos ordures ménagères. Et moi, je tiens à féliciter toute l'équipe, des rippers jusqu'au chef de service, en passant par le chef d'équipe,
pour le travail qui est accompli. Je peux vous assurer que les remarques au niveau du territoire, je veux dire, il n'y en a pas de négatif à ce jour. Aujourd'hui, nous n'avons que félicitations par rapport au travail des agents dans ce domaine. Je crois que quand les choses vont bien, il faut le dire, et donc on peut les remercier. Ce n'est pas tous les jours facile leur job, mais les choses se passent bien. Et donc, afin d'aller plus loin dans le service à notre population, il était prévu de venir et de prendre en régie également la collecte des déchets, la collecte sélective des déchets. Voilà. Et donc, le contenu de cette délibération met en avant les moyens matériels à travers un camion, mais également les moyens en personnel nécessaires entre les équipiers de collecte et les chauffeurs poids lourds. Ensuite, vous avez un descriptif dans lequel je ne rentrerai pas en matière d'organisation de travail et l'endroit où sera basé le camion, le personnel, mais vous le savez tous, ça sera sur le futur CTE qui est en construction. Bien sûr, tout ce qui touche la formation du personnel sera discuté en CTP, le comité technique paritaire, dans lequel certains d'entre vous assistent et siègent. Oui, donc je siège avec Nicole et Katia. Et il y a des suppléants encore ou pas comme élu? C'est M. Émile Reicher comme suppléant. Et puis, voilà, son prénom, Madame Weber, mais ton prénom, je ne sais plus. Ah oui, Marie-Thérèse. Voilà, donc c'est un peu les délégués élus qui siègent au sein du CTP. Et après, vous avez les différents représentants du personnel. Donc le plan de formation, bien sûr, sera mis en œuvre au sein du CTP. Jean-Marie. Oui. Outre la satisfaction et le fait d'avoir le ramassage du tri sélectif par nos soins, quel avantage avons-nous financièrement par rapport à l'ancien système? Alors, du coup, comme on avait évoqué ça au moment du DOB, je ne pensais pas qu'on allait revenir. Alors, je peux dire, après tout va dépendre de la transparence et comment on présente les chiffres. Je pourrais dire et présenter que les ordures ménagères, c'est un gain de 200 000 €. Mais ça veut dire que, quelque part, je n'ai pas amorti mes camions. Voilà. Des chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Les ordures ménagères, si j'amortis les camions, on est à zéro. La différence qu'il y a, c'est qu'on n'est plus soumis, et je pèse mes mots, mais à des mafias. Non, mais je pèse mes mots. Je veux dire, toutes ces sociétés de collecte d'ordures ménagères, je veux dire, ne vous trompez pas. On fait des appels d'offres au niveau européen, vous avez qu'un retour. Et celui qui répond vous met 30% d'augmentation et vous êtes là, vous pouvez que dire amen. Donc déjà, il y a cette liberté-là retrouvée de la maîtrise du coût. Je crois que ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je ne mets pas en doute le personnel des différentes sociétés, mais je crois que nous, élus, notre première mission, c'est dans le cadre de la mission de service public, il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des conditions difficiles, les périodes de neige et tout ça, mais on va essayer à tout moment de faire que le service public se passe bien. La preuve, on a équipé des camions avec des chaînes. Bon, on n'en a pas eu besoin l'hiver dernier, mais quand on les avait achetés, on avait vu quand même par le passé que les sociétés ne venaient pas dans certains secteurs, ne roulaient pas à certains moments. Logiquement, dans un hiver normal, nos agents pourront passer
je dirais même dans des conditions particulièrement difficiles. Voilà, donc aujourd'hui, le coût pile poil sur le service, je ne l'ai pas, hein, j'avais celui des ordures ménagères en tête. Et la troisième chose qui n'est pas négligeable, c'est la création d'emplois avec des priorités à des gens du territoire. Je veux dire, c'est quand même, au niveau des rippers, au niveau des chauffeurs, je pense que sur tous les postes qui ont été créés, à part un, tous sont du territoire. Et quand on donne la chance à un jeune de démarrer dans la vie ou à quelqu'un de 50 ans de reprendre une activité et que ça nous coûte en fin de compte pas plus cher, eh bien, à mon sens, on est dans notre rôle et dans notre rôle social. Et je crois qu'il est important de tenir cette place-là dans la société actuelle. Voilà. Mais je demanderai quand même, et je crois que c'est intéressant, je crois que même la notion des 200 000 € sur les ordures ménagères, avoir redonné aux délégués communautaires l'étude sur le coût de la collecte en régie à titre d'information. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Si on n'en a pas, nous allons passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Le point numéro 16 concerne quelque chose que beaucoup de communes attendent, avec des conditions, je dirais, qu'on a souhaité optimiser. Pourquoi? Parce que on va aller mettre un serveur, on va travailler en ligne, on prend en compte le fait d'un poste pour un élu. Voilà, je crois que c'est des avancées dans la matière et ça prouve la volonté d'implication de la communauté de communes auprès des communes à travers leurs services à la population, mais aussi dans le cadre des conditions de travail des personnels communaux. Alors par contre, vous savez, déjà ici à la communauté de communes, et Madame la directrice générale des services peut en témoigner, je fais la chasse aux imprimantes. Donc, petite nouveauté dans ce règlement, c'est qu'auparavant on fournissait des imprimantes. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont des photocopieurs qui en plus, avec la présence d'un serveur, peuvent être bouclés au système, et le coût de la photocopie est sûrement moins cher à travers ce photocopieur qu'à travers une imprimante X, Y ou Z. Et dans le cadre d'une démarche d'agenda 21 comme la nôtre, le recyclage des bandes d'imprimantes est quand même quelque chose de pas forcément très facile aujourd'hui dans le cadre de l'environnement. Donc, on ne vous apportera plus d'imprimante. Voilà. Par contre, on vous met un poste supplémentaire pour des élus, on met en place un serveur quand c'est nécessaire. Donc, je pense que vous avez tous pris connaissance du rapport. Avez-vous des questions sur ce point? Si vous n'avez pas de questions, on peut le mettre au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 17 concerne une convention cadre avec le PFL au niveau de la communauté de communes. Sans citer ni de nom, ni de numéro, ni d'adresse particulière, aujourd'hui, au pied du site de Rodemack, il y a peut-être l'opportunité de la vente d'une maison. Je ne sais pas si la communauté de communes va en avoir ou l'usage ou l'intérêt. Mais je pense simplement que si on laisse pour l'instant, alors que notre projet n'est pas terminé, filer ce bien, l'opération ou la chance ne se reproduira peut-être pas.
Donc ce qui est proposé dans ce cadre-là, c'est que dans le cadre d'une convention avec le PFL l'achète et le tient à disposition sur une durée alors je ne sais plus si c'est 8 ans ou 10 ans dans ce cadre-là, je crois que c'est 10 ans, le tient à disposition de notre collectivité 10 ans, et dans 10 ans, ceux qui seront assis sur ces bancs décideront s'il y a un projet qui doit se faire ou si le bien est relâché dans la nature. Simplement, le fait aujourd'hui de ne pas le bloquer à travers un achat par le biais de l'EPFL serait peut-être, à mon sens, une erreur. Et peut-être ceux qui viendraient dans 10 ans diraient « mais pourquoi ?» ou si seulement ils avaient pu l'acheter ou le réserver à l'époque. Là, on se garde toutes les possibilités sans même que ça nous coûte quelque chose dans le budget communautaire. Si demain, parce qu'on est au pied de la citadelle, on décide, dans le cadre d'une politique de gîte, de chambre d'eau, de ce qu'on veut, on pourra y aller. Si on décide de laisser filer, on la revend et c'est fini. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point ? Non ? Bon, s'il n'y a pas de questions, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Parce qu'il nous était proposé que la communauté de communes, quelque part, prenne la compétence et s'investisse dans ce programme d'action. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre du schéma initial du préfet, une seule commune de notre territoire avait une obligation, c'est la commune d'Étanges. La commune d'Étanges Grande a répondu à ses obligations légales, a construit cette zone. Personnellement, je vous propose que la communauté de communes se tienne en dehors de ce schéma d'accueil de gens du voyage. Voilà. Voilà un peu le contenu de ce rapport. Le bureau a donné déjà un avis défavorable en disant « c'est pas de notre sort, n'y allons pas ». Le territoire est dans les normes à travers la réalisation de Étanges Grande. Donc si vous en êtes d'accord, on en reste là. Y a-t-il des questions? Si on n'a pas, on peut voter. Donc je vous propose que la communauté de communes ne prenne pas la compétence dans ce domaine. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous en remercie. Alors maintenant, si je ne me trompe pas, je vais passer la parole à Michel. Tu ne te trompes pas. J'en ai pour un petit moment. Le point numéro 19 concerne la fixation des loyers pour les occupants de la maison des entreprises. Vous savez que depuis le 1er septembre 2011, c'est la communauté de communes qui gère la maison des entreprises. Il y a dans cette maison des entreprises 4 cellules qui sont donc louées à des entreprises qui payent un loyer en fonction ce loyer était réajusté annuellement en fonction des variations de l'indice national du coût de la construction. Je vous propose que, compte tenu de la conjoncture actuelle, les loyers ne soient pas augmentés pour l'année présente. Jean-Marie. Est-ce que ces entreprises sont en difficulté et est-ce qu'elles ont émis le souhait de ne pas voir leur loyer augmenter? Ou est-ce que c'est la bonne âme de notre communauté qui leur fait des cadeaux? Non, il y a des entreprises comme, alors je la cite, mais si on pouvait éviter éventuellement de l'évoquer. Ne cite pas. Est-ce qu'il y a eu des demandes? On a courrier d'une des 3 entreprises. Enfin, déjà, on n'a que 4 cellules. Parce qu'en fait, c'est mettre la main dans l'engrenage et tous les ans, ça n'ira pas et tous les ans, on va ne pas les augmenter. Alors, juste, je rappelle
au niveau de la MED, on a 4 cellules. Une est occupée par les camions de la communauté de communes en attendant la construction du CTE. Une vient de déménager, oui, Gressier vient de partir, et donc il reste Toiturange dedans et Bocard. Donc une des deux que je viens de citer, dans le cadre des difficultés rencontrées sur les chiffres d'affaires liés au bâtiment, a demandé éventuellement si on pouvait faire un geste au niveau de la communauté de communes sur le loyer. Par écrit, avec un courrier... Faisons un geste pour l'entreprise qui demande, si les autres ne demandent pas. La problématique qu'il y a, c'est que si on indexe les loyers, on doit les indexer pour tout le monde, quoi. Donc, éventuellement, ce qui pouvait être proposé, c'était de geler sur l'année-là les loyers, c'est tout. Ouais, de voir l'année prochaine. Hein, de revoir l'année prochaine, si la société se porte mieux. Oui, non, mais la délibération est uniquement pour si cette année. l'année prochaine, la même entreprise se trouve dans la même situation, les 3 autres occupants, s'ils n'ont pas de problème, on se prive de ressources. Voilà, bon, Jean-Marie s'est exprimé. Est-ce que d'autres veulent s'exprimer sur le sujet ? Donc, s'il n'y a plus personne qui veut s'exprimer, on va procéder au vote. Moi, je pense qu'il faut le faire pour cette année, mais pas éventuellement le reconduire automatiquement pour l'année prochaine. Ah non, bien sûr, c'était pas le but. On reconsidérera la situation, mais oui, mais pour l'entreprise qui sera en difficulté l'année prochaine, si elle est encore en difficulté, bon, et si on a 3 autres entreprises qui l'occupent parce que si c'est terminé, je pense qu'il faudra appliquer les augmentations. Oui. Ah non, elle n'était pas les autres années, Jean-Marie. Hein. Enfin, pas à ma connaissance. Monsieur Ornielli. Monsieur Ornielli, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, on a un problème technique sur la dernière rangée de micros. Et avec votre voix fluette, nous n'allons pas avoir la chance de vous entendre. Donc, essayez de forcer le trait, s'il vous plaît. Merci de votre petite intervention, M. Ornielli. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va procéder au vote. Alors, il faut que je réfléchisse comment on pose la question sur la question-là. Qui est d'accord de neutraliser... Alors, qui est contre de neutraliser exceptionnellement pour l'année 2012 l'augmentation des loyers ? Jean-Marie et Monsieur Patrick Ollinger. Avec votre procuration ou pas? Toi aussi, Jean-Marie? Ah oui, tu l'as pas, d'accord. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Edouard? Ok, je vous remercie. Il y a le point numéro 1 concerne l'intégration de 2 critères. Monsieur Delazer n'a pas pris part au vote. Merci Daniel, on ne l'a pas vu. Je recommence. Le point numéro 21 concerne l'intégration de 2 critères au niveau de la dotation. Non, point 20, Michel, point 20. Avec les feuilles recto-verso, tu sais. Ah. Alors c'est ici. Voilà. C'est l'agenda 21. En fait, je voulais sauter à l'objet sur 2. Ah. Bien. Le point 20 concerne les fonds de concours et la proposition de complément au règlement financier. Les membres de la première commission finances proposent donc de compléter un petit peu pour la fiche construction, extension et aménagement, établissement de premier degré, de sorte que les surfaces prises en compte soient celles agréées par l'Éducation nationale. On vous propose aussi une refonte complète de la fiche restauration du patrimoine inventorié d'intérêt communautaire et une enveloppe
annuel de 30 000 € spécifique est prévu pour la restauration du petit patrimoine inventorié. L'ajout d'une fiche à installation de panneaux lumineux d'information, de compléter la fiche grosse réparation bâtiments communaux par un volet accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Avez-vous des questions? Ça me ferait plaisir. Il n'y a pas de questions? Si vous voulez bien, on va procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 21. Le point 21 concerne l'intégration de 2 critères au niveau de la dotation de solidarité communautaire. Donc, nous l'avions évoqué au cours du débat d'orientation budgétaire en 2012. Le cabinet MS Conseil a présenté une adaptation de la dotation de solidarité communautaire. Alors, on vous propose d'intégrer 2 nouveaux critères de charges spécifiques pour les communes adhérant au dispositif concerné. Une dotation assistant éducatif de langue. La dotation versée serait égale à 20% du SMIC chargé des assistants éducatifs de langue sous condition d'adhérer à un dispositif de type trilinguois. Et une dotation rivière, dotation versée égale à 50% de la participation des communes au titre de l'investissement des syndicats de gestion et d'aménagement des rivières et de leurs affluents. Donc ces participations s'ajouteraient aux dotations actuelles. Et enfin, on vous demande d'accepter de préciser le calcul de la dotation école qui sera calculée à partir des enfants scolarisables dans les écoles maternelles et primaires habitant la commune. Alors, j'ai vu que Jean-Marie a demandé la parole, mais avant de te la donner, Jean-Marie, si tu permets, je voulais revenir sur les 2 points. Le premier, au niveau des rivières, c'est simplement dans le cadre où la compétence n'est pas prise si les syndicats décident de ne pas la transférer ou s'il n'y a pas une unanimité dans le système, de pouvoir anticiper pour reverser aux communes la somme qui était initialement prévue. Sinon, si on n'anticipe pas ça, je veux dire, à un moment donné, on va reperdre du temps. Voilà. Avec le fait d'anticiper, il n'y a pas de prise de compétence par la communauté de communes pour une raison X ou Y, mais la communauté de communes peut reverser la part dans le cadre de la DSC. Il y a prise de compétence par la communauté de communes. La délibération tombe à l'eau, si vous me permettez, automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est sur le premier point. Est-ce que ta question porte là-dessus, Jean-Marie? Est-ce que tu veux encore la poser? Est-ce qu'il y a quelque chose? Vas-y. Non, en fait, déjà, parce que les différents syndicats, et en particulier celui de la PICEL, ne se réunit que, si ma mémoire est bonne, le 3 juillet. Oui, c'est ça. Pour délibérer de la dissolution ou pas. Mais en fait, moi, mon intervention, c'est que quand on a eu notre réunion avec MS, on a parlé de la dotation de solidarité, en se disant qu'on avait le temps d'y réfléchir encore jusqu'à la fin de l'année. Et puis, patatras, que 4 semaines après, ça arrive à l'ordre du jour, alors que la DSC, on doit la discuter encore avant la fin de l'année. Alors, on doit discuter de la DSC. Des modalités, c'est ce que l'on avait dit. Des modalités en fin d'année, mais au niveau des syndicats des rivières et de Trilinguois, sur lequel je reviendrai, je veux dire, c'est des choses qui ont été actées. Et jusqu'à présent, ils ont été actés, et normalement, ça aurait même dû être versé déjà depuis plus longtemps, que ce soit le syndicat des rivières ou Trilinguois. C'est les différentes décisions qu'on a prises, le gel de la dotation de solidarité lorsqu'on est passé au foncier bâti et tout ça, qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire avant. Non, je suis bien d'accord. Voilà. Donc là, c'est simplement de dire, voilà, au niveau de la dotation de solidarité, on l'inscrit. Ce qui se passera au niveau du transfert de compétences, eh ben on la reversera ou on la reversera pas. Mais dans tous les cas, il était prévu que la communauté de communes vienne
verser sa quote-part auprès des communes par rapport à l'application rivière. Et cela était déjà dans le cadre de l'étude que j'ai menée, dans le cadre de mes fonctions de vice-président, le mandat précédent, et c'était dans le rendu. Et dans le rendu initial, 10% ou 5% revenaient à la commune, et les 5 ou les 10 autres pourcents revenaient à la communauté de communes. Voilà. Donc là, c'était simplement pour une régularisation et une anticipation, mais forcément, on va attendre les réunions des syndicats, on va attendre les discussions des dotations de solidarité. Mais je ne voudrais pas me faire mal comprendre, mais quand j'ai dit qu'on allait retravailler en automne, c'était pour la dotation solidarité 2013. Donc en fait, tu t'engages bien à ce que l'on retravaille sur la dotation de 2013. De 2013. Mais pour pouvoir vous verser l'argent des rivières sur 2012, j'ai voulu anticiper sans connaître la décision des syndicats. Voilà, c'est tout. Voilà. C'était tout simplement pour la clarté du... Merci à toi. Le deuxième sujet, c'est le projet trilingual. Donc jeudi dernier, nous étions en session au Conseil général. C'est un sujet qui est abordé dans la commission dans laquelle je siège. Et donc il a été décidé de poursuivre l'opération jusqu'en 2014, de continuer à assurer les fonds Interreg jusqu'en 2014 aussi. Et dans le cadre du travail de cette commission, j'ai demandé à ce qu'on réfléchisse pour étendre le système. Je crois que l'opération qui est menée à Cattenom, qui est menée à Gavis, est une opération dans la carte économique et du travail actuelle qui est nécessaire. Et on ne doit pas la jouer que sur une ou deux communes. Donc le Conseil général, les services du Conseil général vont réfléchir et vont se rapprocher notamment des EPCI pour remettre un système d'égalité pour que l'ensemble des communes puissent éventuellement souscrire à cette démarche. Alors aujourd'hui, et souvenez-vous, je refais un peu l'historique, auparavant la communauté de communes avait la compétence, on l'a arrêté parce que 2 communes étaient simplement concernées. Moi, je souhaite absolument, vu l'importance de la langue au niveau de l'emploi, au niveau de la formation de nos enfants, il est quand même beaucoup plus facile. Et quand on voit, moi j'étais visiter celui de Cattenom avec mon collègue, le docteur Schuller, qui a la responsabilité de ce dossier au Conseil général. On était venu à Cattenom, et il est quand même beaucoup plus facile d'apprendre la langue lorsqu'on évolue dès son plus jeune âge, tel que c'est fait dans le cadre du projet trilingual. Et je souhaite, et j'ai défendu au Conseil général, qu'on remette tout ça sur le tapis et qu'on puisse l'ouvrir éventuellement aux 18 autres communes de la communauté de communes, et que dans ce cas-là, il faut que le Conseil général se tourne vers les EPCI pour que les EPCI mènent la discussion à ce niveau-là. Voilà. Donc le Conseil général, sur les 2 ans à venir, vu que maintenant le projet est maintenu jusqu'en 2014, nous allons travailler sur le fait de pérenniser le poste. Et aussi, lors de ma visite de territoire à Gavis, j'étais saisi par la jeune femme qui, tous les ans, quelque part, se demande si son contrat va être renouvelé. Je trouve qu'on ne peut pas laisser les gens dans des situations précaires, où tous les ans, ils se demandent si l'année d'après, ils ont encore du travail. Donc, à un moment donné, il faut des positionnements clairs, où on y va, où on arrête, mais pas les laisser tous les ans dans le doute et renouveler des choses. Donc le Conseil général, j'ai exprimé cette vision des choses au sein de la Commission, et bien sûr le président Weitten et mes collègues ont demandé au service du Conseil général de regarder pour qu'on étende ce système et qu'on s'inscrive dans une vraie démarche pérenne. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point ? Vas-y Bernard.
C'est simplement une remarque, c'est qu'effectivement le Conseil général de la Moselle, la communauté de communes, les communes font l'effort sur l'opération de Trilinga. Malheureusement, l'Éducation nationale ne joue pas le jeu. On a actuellement un poste en vacances par rapport à l'obligation qu'a aussi l'Éducation nationale de fournir des enseignants en allemand. Et c'est malheureux en fait que des communes s'engagent sur ce dispositif-là, sachant qu'au collège, on continue la professeure Jallargue et qu'il y a à un moment donné un trou dans la raquette parce que l'Éducation nationale ne met pas les moyens qu'il faut au bon moment, quoi. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à s'entendre avec l'Éducation nationale pour qu'ils aient aussi leur obligation d'inculquer les langues vivantes, quoi. Voilà, seulement c'est une remarque. Ça rejoint un petit peu les débats qu'on a pu avoir sur l'éducation nationale, mais je pense qu'il faut que tout le monde joue le jeu, quoi. Alors, je pense que ta voisine a dû apprécier tes remarques par rapport à l'éducation nationale. On nous a promis, depuis le 6 mai, de nouveaux postes. Donc nous allons être dans l'attente et nous allons bien voir ce qui va être fait dans ce domaine. Et voilà, on peut que espérer, pour le bien-être de nos enfants, que les engagements d'un moment soient les engagements du lendemain. Moi, en tous les cas, au niveau de l'éducation nationale, je le souhaite bien sûr. Ça dépasse notre problématique. Je veux dire, les communes, la communauté de communes, le département, l'Europe, il va falloir. Mais là je compte sur Nathalie Griesbeck qui est suffisamment partie prenante et aspirée sur le sujet pour défendre ce projet au niveau des instances européennes. Après, il faudra quand même que l'éducation nationale se mette au diapason. Sinon, forcément, ça n'ira pas. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Donc, si vous voulez bien, nous allons voter ce rapport. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie, mon cher Michel. Le point numéro 22 concerne le PAC, ou la PAC, la participation pour assainissement collectif. La PRE a vécu. La PRE, c'est la participation pour raccordement à l'égout qui avait été instaurée par le Conseil communautaire en 2005. La loi de finances de mars 2012 a créé la participation pour l'assainissement collectif, donc PAC, pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte et d'épuration des eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux d'extension des réseaux. Donc cette PAC est destinée à remplacer la PRE à partir du 1er juillet 2012. Le montant de cette participation était inchangé, à savoir que le calcul donc, peut s'élever au maximum à 80% du coût d'une installation autonome qui est évalué environ à 8 000 €. Donc la 4e commission avait proposé de revoir la tarification. La tarification, elle vous est donnée là, par la grille qui est sur la page suivante. On en a discuté en bureau et on souhaite que, avant de vous soumettre cette augmentation, revoir cette tarification, un état des lieux, des pratiques qui se font sur les autres territoires soit fait. Voilà, comme l'a dit Michel, dans ce rapport, il y a deux choses. La première des choses concerne la loi. C'est simplement de prendre acte que le nom de la PRE change et devient aujourd'hui PAC. Voilà. Donc ça, c'est le seul vrai contenu de la délibération. La deuxième, et c'était un titre d'information, la 4e commission, le fait d'aborder ce sujet en 4e commission, a souhaité revoir le tarif. Donc quand nous l'avons eu au bureau, nous avions l'ancien tarif et le nouveau. Et nous n'avions pas de référence pour juger du bien fondé de la proposition de la 4e. Et on n'avait pas de repères d'autres collectivités du territoire. Donc au niveau du bureau, on a demandé simplement que la commission d'André regarde ce qui se fait chez les voisins et à partir de là,
soit laisse le prix que nous avons en l'état, soit il augmente en connaissance de cause par rapport à ce qui se passe à côté. Voilà. Ça c'était juste une information pour qu'on soit dans la transparence la plus totale avec vous. Mais la délibération, c'est simplement de prendre acte du changement de nom de notre PRE en PAC. Et ce n'est pas la politique agricole commune. Hein. Tout le monde l'a bien compris. Donc s'il n'y a plus de questions, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? On n'a pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix, mais ça ne fait rien. C'est de la démocratie. Moi j'aime bien la démocratie quand les gens n'ont pas le choix. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et avant de te repasser la parole, Michel, je salue les 200 internautes qui sont en train de suivre l'émission actuellement. Très bien. Tenons-nous bien. Le point numéro 23 concerne les durées d'amortissement des subventions d'équipement qui sont versées aux communes par la communauté de communes. En 2006, des durées d'amortissement avaient été votées pour les subventions d'équipement, qui sont les fonds de concours, selon la nature et le domaine d'intervention du règlement financier. Mais à partir de 2011, ces durées d'amortissement doivent être modifiées pour se rapprocher de la durée de vie du bien financé, sans distinction de la nature publique ou privée du bénéficiaire, avec une durée maximum de 5 ans pour les biens mobiliers, matériels ou études, 15 ans pour les biens immobiliers ou infrastructures. Donc vous avez une diversité de tous les fonds de concours qui suit avec les durées d'amortissement. Donc on vous demande de les appliquer aux subventions versées par la communauté de communes. Avez-vous des questions? Non? Alors, je pense que c'est suffisamment clair. Donc il faut voter. S'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Aurélie, comment va Madame de Fontenay? Est-ce qu'elle défend la candidature de Rodemack? Ah. D'accord. Rodemack est une reine de beauté d'après Geneviève de Fontenay. Passons à des choses. Toi aussi, Michel, je vois que tu regardes. Passons donc à des choses plus terre à terre. L'opération de clôture des budgets cafétéria et espace forme qui ont été clôturés le 1er janvier 2011. Donc, après avoir vérifié l'ensemble des écritures et des opérations comptables restant à intégrer dans le budget principal, donc on vous propose d'apurer le compte 238 du budget annexe espace forme par une inscription au budget principal en recettes au 238 et en dépenses au 2313 pour un montant de 111,68 €. Et de prendre en charge dans le budget général 2012 aux articles correspondants la totalité des amortissements restant encore à réaliser dans le budget annexe espace forme pour un montant global de 23 283,61 € en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement. Et d'inscrire dans le budget général à l'article 001 recettes d'investissement les excédents d'investissement constatés dans les budgets annexes cafétéria et espace forme pour un montant de 90 868,06 €. En conformité avec les points juridiques qui n'étaient pas conformes à notre fonctionnement. Voilà. Ce soir, il s'agit de valider les conventions qui vous ont été transmises avec le rapport pour pouvoir ensuite les transmettre aux associations périscolaires et extrascolaires. Avez-vous des questions? Alors, oui, Édouard. Je voulais juste préciser que je ne participerai pas au vote. Oui, c'est vraiment d'actualité. C'est bien. Est-ce que d'autres... Non. Il n'y a personne d'autre qui est ou un poste dans l'exécutif d'une des associations périscolaires ou autre. Donc, M. Clément ne prend pas part au vote.
Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Merci Gérard. La parole est à André. Oui, alors ça concerne plusieurs points liés évidemment à l'environnement, la 4e commission. Et tout d'abord, le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la communauté de communes. Alors vous avez reçu ce règlement. Je ne vous le lirai pas évidemment intégralement, juste quelques observations. Au point numéro 1, collecte des ordures ménagères, on rappelle que les demandes de modification des dispositions et du nombre de conteneurs sera formulée à la CCCE par l'intermédiaire des mairies. Un peu plus loin, on rappelle que les bacs à couvercle vert doivent être utilisés uniquement pour le dépôt des déchets ménagers et assimilés, avec une définition de déchets ménagers. L'organisation de la collecte, les bacs doivent être rentrés dans la journée, les déchets placés hors des bacs ne seront en aucun cas ramassés. Je crois là que notre ambassadrice de tri contacte de plus en plus les personnes qui ne respectent pas ces dispositions. Le deuxième point concerne la collecte des déchets ménagers recyclables. En ce qui concerne les cartons, un point important, qui doivent être pliés et ficelés à côté du sac de tri. Et de la même façon, la veille du soir de ramassage doivent être sortis la veille au soir du ramassage. Il y a un rappel de tout ce qu'on peut recycler. Point numéro 3 concerne les déchetteries, avec le fonctionnement des déchetteries, les déchets ramassés. Voilà, et on annexe les horaires des déchetteries. Alors ce règlement, en fait, reprend, en ce qui concerne la partie déchetterie, tout ce qui existait déjà, et y intègre les collectes des déchets recyclables et non recyclables. Après avis favorable de la 4e commission, il est demandé au conseil et du bureau communautaire, il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir adopter le règlement qui a été joint à votre convocation. Voilà. Alors, y a-t-il des questions sur ce règlement dont vous avez tous pris connaissance? Si vous n'avez pas... Oui, Jean-Marie. Moi, ce n'est pas une question, c'est tout simplement parce que tout à l'heure, André parlait de l'ambassadeur du tri. L'ambassadrice du tri, pardon. Je peux dire aussi que les rippers le font régulièrement. Moi, je les vois. Avant, quand c'était mécanisé, c'était le bras qui prenait la poubelle, qui la versait. Alors que maintenant, avec les rippers, je les ai déjà vus, moi, fréquemment soulever les couvercles. Et puis, quand il y a des choses qui ne leur semblent pas catholiques, laisser la poubelle là. Mais c'est bien, au moins, ils vérifient. C'était un... Oui, c'est tout à fait des consignes qu'ils ont eues. Et la présence de Clotilde sur le terrain est vraiment une demande que je souhaitais. À un moment donné, elle a été très sollicitée pour aller dans les écoles et tout ça. J'ai demandé à ce qu'elle soit au sonnette et au contact des habitants du territoire. C'est une des rares, et c'est la manière la plus directe de sensibiliser les gens. Et c'est vrai, comme le souligne Jean-Marie, que le relais entre les rippers, entre l'ambassadrice du tri, entre les élus que nous sommes, se fait bien. Et nous sommes régulièrement ou rapidement avisés des problématiques lorsqu'ils en rencontrent. Voilà. Donc, étant donné que vous avez tous en tête ce règlement, avez-vous des questions? S'il n'y en a pas, nous allons pouvoir passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit du règlement annuel, donc pour l'année 2011, des déchets ménagers et assimilés. Alors là aussi, j'attire juste votre attention sur certains points. Bon, au début, on vous rappelle la loi qui fait obligation de
de vous présenter annuellement ce règlement. On présente la collectivité, mais vous la connaissez. Ce qui est intéressant, c'est à partir de la page 7, d'abord vous avez la collecte de porte-à-porte, en porte-à-porte, pardon, avec les déchets collectés depuis 2007 à 2011, et on constate qu'en ce qui concerne les ordures ménagères résiduelles, le tonnage est en baisse. Par contre, la collecte sélective des emballages, le tonnage est en augmentation, donc c'est plutôt positif. Vous avez aussi la collecte sélective des emballages, enfin du moins la partie qui concerne le verre et le papier, donc pas en porte-à-porte, je trouve plus le mot, en apport volontaire, voilà. Collecte sélective du verre, le résultat est un peu plus mitigé puisqu'il y avait une baisse et on redresse légèrement le tonnage. Par contre, pour le papier, il y a malheureusement une baisse. On est passé de 24 kilos par habitant et par an en 2008 à 21,45 en 2011. C'est parce qu'on a moins de rapports à la communauté de communes et qu'on les met sur iPad. Oui, on donne l'exemple. Le tonnage global des déchetteries est en augmentation. Vous avez aussi le comparatif 2009, 2010, 2011. C'est en page 10. Voilà les horaires des déchetteries, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est page 13. Et les tonnages des différents flux collectés par déchets recyclés, page 15. Bon, après les statistiques par commune. Ce rapport a été présenté à la commission protection et mise en valeur de l'environnement le 7 juin dernier et au bureau communautaire le 19 juin dernier. Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte du présent rapport annuel d'assainissement. Non, l'assainissement c'est après, je me suis trompé de page. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était vrai aussi, puisque les deux points étaient à l'ordre du jour des deux réunions. Voilà. Alors je vous demande de bien vouloir prendre acte du présent rapport annuel du service des déchets ménagers de la communauté de communes de Cattenom et environ pour l'année, j'ai marqué 2012, mais c'est 2011. Je continue ? Oui, c'est un don acte. S'il n'y a pas de réaction, vas-y, mon cher André, enchaîne. Oui. Alors j'avais déjà anticipé la délibération. Le rapport, vous l'avez après. Le rapport annuel pour l'assainissement non collectif, où il reprend en détail l'avancement des différents chantiers. Vous savez que le chantier d'assainissement Bayronne-Puttelange et Escherange-Volmerange ont eu lieu en 2011. Actuellement en cours, inscrit sur l'exercice 2012, le contrat Escherange-Volmerange, le contrat Mondorf, Bayronne-Puttelange, Evrange-Basrenchen-Hagen, Étange-Canfen-Entrange, le contrat Cattenom, un contrat Étange Intramuros, Roussy-le-Village. Vous avez le détail aussi de l'état d'avancement des unités de dépollution. Je vous laisse lire tout ça. Là, ils n'ont pas fait d'économie de papier parce qu'on a beaucoup espacé. Dans une deuxième partie, vous avez les indicateurs financiers. La redevance assainissement, je vous le rappelle, elle est toujours encore fixée à 1,20 € par mètre cube pour la collecte et le traitement et 90 centimes par mètre cube pour la collecte uniquement. Et les tarifs de la participation pour raccordement aux égouts, dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, on parle de la contribution au pluvial. Bon, je pense que vous avez jeté un petit coup d'œil sur ce rapport. Oui, ils ont tous regardé, André, je te le confirme. Voilà. Dans le détail. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, c'est un don acte. Donc, on peut passer au point suivant, mon cher Toujours André. encore les rapports. Rapport annuel pour l'assainissement non collectif.
toujours au départ, il y a la présentation de la communauté de communes, les missions du SPORC. On rappelle les différents contrôles, le contrôle de réalisation lorsqu'on construit, le contrôle initial des installations existantes, le diagnostic d'installation en cas de vente. On vous rappelle qu'il y a du personnel qui a été embauché pour suivre le service et que les contrôles sont gérés par une entreprise privée. Indicateurs techniques, mise en œuvre de l'assainissement non collectif. Ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de communes concernées, le nombre d'installations. C'est en page 16 pour chacune des communes. Donc il y a actuellement 130 installations existantes et 29 ont été, 109 ont été construites ou réhabilitées, soit un total de 159 fosses septiques. On a réalisé un diagnostic qui a permis de classer les installations selon leurs risques. Notamment, vous avez ces pages 19 du document, le détail des installations au risque élevé, il y en a 20, répartis sur 3 communes. Risque modéré 96 et risque faible 14. 130 dispositifs ont été contrôlés à ce jour. On vous rappelle le montant des redevances. Bon, c'est vraiment un rappel puisque c'est vous qui avez voté les taux. Page 22 et le budget 2011, page 23. Perspective 2012, bon, en fait, on continue tout simplement les contrôles avec la remarque qu'avait fait le président en ce qui concerne les communes qui vont être raccordées très prochainement au réseau d'assainissement collectif. Voilà, alors ce rapport a été présenté, comme les précédents, à la 4e commission ainsi qu'au bureau qui ont pris acte. On vous demande également de prendre acte. Voilà. Y a-t-il des questions? Non? Dont acte. Le point suivant, mon cher André. Oui, alors là, on fait refonctionner un peu la démocratie puisque vous aurez le droit de voter. Point numéro 35. Reprise des réseaux... Ne t'avance pas. Reprise des réseaux d'assainissement, le Clos des Ménestrels 1, 2 et 3 à Rodemack. Bon, vous connaissez la procédure. On demande chaque fois aux lotisseurs de fournir un certain nombre de documents, le PV d'étanchéité, de compactage, le rapport d'inspection télévisée, etc. Tous ces documents ont été présentés. Alors ça concerne en fait 185 mètres linéaires de réseau d'eau usée de diamètre 200 et 177 mètres linéaires de diamètre 315 d'eau pluviale. La 4e commission a donné un avis favorable le 2 février 2012 et le bureau communautaire le 19 juin 2012. Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir accepter la reprise et l'intégration dans le patrimoine communautaire de l'extension des réseaux d'assainissement des lotissements Le Clos de Ménestrel 1, 2 et 3 à Rodemack. Je précise que le linéaire des réseaux concernés sera porté à l'inventaire des réseaux d'intérêt communautaire. Voilà, Président. Merci André. Donc, bien sûr, comme l'a stipulé la délibération et André, ou comme c'était sous-entendu dans la délibération, les services techniques de la communauté de communes, comme d'habitude,
en demander les contrôles nécessaires. Les contrôles nécessaires, et là je parle sous le couvert de Pascal Muller, étaient positifs, étaient en bonne et due forme. Donc là-dessus, la 4e commission s'est prononcée pour la reprise de ces lotissements. Voilà. Y a-t-il des questions? C'est la procédure habituelle. Donc, si vous êtes d'accord, et comme dirait André, retour à la démocratie, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc, le point suivant est présenté par Willy. Donc, il s'agit de la ZAC de Étanges-Grande, le dossier de réalisation de la ZAC. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, je vous passe les articles, vous les connaissez par cœur, donc pas la peine que je m'étende. Vu la décision prise en 2009 d'initier une procédure de zone d'aménagement concerté dans l'objectif d'accompagner la poursuite du développement de la zone à vocation artisanale et de commerce à Étanges-Grande. Vu la délibération numéro 14 du Conseil communautaire en date du 6 mars 2012 approuvant le bilan de la concertation, vu la délibération numéro 15 du Conseil communautaire en date du 6 mars 2012 approuvant le dossier de création de la ZAC de Étanges-Grande, considérant que les mesures de publicité ont été mises en œuvre, la poursuite des réflexions sur ce site permet à ce stade de présenter le dossier de réalisation de la dite ZAC, comprenant le projet de programme d'équipement public, le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone, les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps et fixant la participation globale de la CCCE à 6,1 millions d'euros hors taxes pour 9,4 hectares constructibles, conformément à l'article R311-7 du Code de l'urbanisme et de l'étude d'impact. Vu le dossier de réalisation comprenant les pièces susmentionnées, jointes en annexe à la présente délibération, après avis favorable de la 5e commission aménagement de l'espace, développement économique et relations transfrontalières en date du 23 mai 2012, sur le phasage prévu et du bureau communautaire en date du 19 juin 2012, il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver le dossier de réalisation de la ZAC de Étanges-Grande, consultation au siège de la CCCE, approuver le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC de Étanges-Grande et autoriser le président à signer toutes les pièces afférentes et à accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Une petite note à bene. La 5e commission aménagement de l'espace, développement économique et relations transfrontalières aura ensuite à réfléchir sur une proposition de prix de commercialisation des futures parcelles pour décision du Conseil communautaire à l'automne prochain. Merci de votre attention. On n'a pas compris. De Étanges-Grande. Qui vont être faits. Oui. C'est que des BRD. C'est la voie de liaison, par exemple, qui va passer pour aller desservir la zone de N-Tranche. Voilà, des bâtiments Orche jusqu'à la départementale. Comment? Oui. La partie à droite. Oui, c'est ça. J'ai vu Pascal Muller qui confirmait, voilà. C'est l'ensemble des travaux sur les 30 hectares en matière de VRD. Y a-t-il d'autres questions? Alors, si vous voulez bien, on va procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à Viviane. Où est-elle? Oui, appuie, Viviane, appuie. Voilà. D'accord. Alors, c'est le point 37, APADIC, subvention exceptionnelle, acquisition d'un groupe électrogène. Dans le programme des travaux prévus dans la convention avec l'APADIC, on avait prévu l'acquisition d'un groupe électrogène. Il s'est avéré que
l'acquisition par la PADIC de ce groupe électrogène est plus avantageuse étant donné qu'ils peuvent bénéficier d'une subvention de l'Agence régionale de santé. Il est donc proposé au Conseil d'acter le fait que le groupe électrogène sera payé par la PADIC et de décider de verser à cette dernière une subvention exceptionnelle de 35 003,71 €. Les différentiels qui correspondent à la subvention qui a été accordée, c'est-à-dire les 15 000 €, pourront abonder la réfection des salles de bain. Voilà, donc je pense que Gérard ne pourra pas prendre part au vote, hein, de la même manière que l'a fait Édouard auparavant. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui, Michel. Moi, j'ai une question parce que je ne comprends pas bien les sommes. Là. Ça a coûté 50 000 €. Oui. La communauté de communes paye 35 000. La subvention est de 15 000 et il ne reste rien pour abonder le budget de la réfection des salles de bain. Ben si, le différentiel, la subvention. Mais quel différentiel disons, entre les 50 000 et la subvention que la communauté. Ben oui, mais 35 000 plus 15 000, ça fait 50 000, c'est le prix du, groupe électrogène. Oui, d'accord. Alors, maintenant, disons, il y a le groupe électrogène, il coûte 50 000. Oui. La PADIC bénéficie d'une subvention de 15 000, ce qui ramène le prix à 35 000. Comme c'est la PADIC qui l'a payé et que la communauté l'a intégré dans le programme, nous, on versera sur les 50 000 que la PADIC a payé que 35 000 et la différence des 15 000 qu'on avait prévu de payer pour le groupe électrogène sera investie dans les salles de bain. C'est-à-dire qu'au départ, initialement, on doit reverser dans le cadre de notre loyer 50 000 €. Il y a une facture du groupe électrogène de 50 000 € que la PADIC a payée. La PADIC a perçu une subvention de 15 000. Donc nous, que faisons-nous? On leur reverse les 35. Mais comme on devait payer 50 000 au titre de loyer, il nous en reste à nous 15 000 qu'on n'a pas payé. Et avec ces 15 000-là, nous faisons des salles de bain. Voilà. Est-ce que j'ai vu que... Est-ce que maintenant c'est clair pour tout le monde? Oui, là c'est très clair. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, on peut passer au vote. Donc, bien sûr, Gérard ne participe pas. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à Denis. Oui, merci. Le point qui vous est présenté concerne donc l'adoption d'un avenant, l'avenant numéro 4, donc au contrat de délégation de service public pour la gestion de l'espace nautique Cap-Vert à Brestroff. Alors, en l'occurrence, donc, il s'agit d'accompagner la société Carilis dans les pertes d'exploitation qu'elle a subies durant les années 2009, 2010 et 2011, et qui s'élèvent et qui ont été chiffrées et certifiées à 316 794 €. Je crois que ce n'est pas la peine de rappeler les deux phénomènes qui, aujourd'hui, sont la source de cette perte de financement de recettes. C'est notamment, bien sûr, l'effondrement de la casquette, que tout le monde qui est intervenu donc en février 2010. Et ensuite, c'était un retard dans les travaux d'installation de l'espace remise en forme, qui avait été décidé dès le départ lors de la convention et qui n'aurait en fait été réalisé qu'en mars 2011. Voilà, donc ce qu'il est proposé, c'est de prendre en charge la moitié de ces pertes d'exploitation, donc à raison de 50%, ce qui fait un montant de 158 397 €. Et c'est marqué, donc c'est réparti à raison de 47 286 € au titre des espaces remis en forme et de 111 000 au titre des entrées et abonnements. La commission de suivi
de l'ADSP a bien sûr émis un avis favorable et le bureau a émis le même avis le 19 juin 2012. Voilà. Voilà, je veux dire, moi je voulais quand même vraiment mettre à l'honneur la société Carilis, car les réunions DSP se passent dans la transparence la plus totale. Je veux dire, tous les documents nous sont fournis en temps et en heure, de manière à ce que tous les contrôles puissent avoir lieu. Alors forcément, dans le cadre des inconvénients et des dommages qui ont été subis lors des différentes tempêtes, je veux dire, il y a eu des pertes d'exploitation. Une partie de ces pertes d'exploitation, d'ailleurs, vont nous être reversées dans le cadre du remboursement de l'assurance. Voilà. Donc aujourd'hui, forcément, à un moment donné, on a dû fermer la piscine un certain nombre de jours, ce qui correspond à un certain nombre d'entrées. Les travaux pour l'espace forme n'ont pas pu avoir lieu, donc même les gens qui avaient des cartes de membres n'ont pas pu aller, ils ont dû être remboursés et tout ça. Donc là aussi, c'est bien indépendant de la société Carilis. C'est pour ça qu'il était proposé que les pertes soient partagées et à la limite, sur le fond et sans trop discuter, je pense que le 50-50 est une bonne proportion et ça évite d'aller chercher plus loin, parce que je ne suis pas sûr que les faits qui sont arrivés en dehors même et qui ne sont pas la cause de Carilis à la base, voilà, si on n'est pas plus quelque part responsable que 50%. Donc 50% était pour nous un bon deal. Et puis, je vous rappelle, on devrait à ce titre-là en avoir une petite partie, pas la totalité de ces 150 000, par le biais du dédommagement de notre assurance. Alors, en même temps que j'évoque ça, mais on pourra revenir après si vous avez des questions, sachez donc qu'au niveau de l'assurance, ça y est, c'est cintré. On a, je crois, 2,5 millions ou 6, je crois que c'est 9, voilà, 2,9 millions qui vont nous être reversés. Donc, par rapport à la légalité des procédures, on devrait pouvoir commencer des travaux au milieu de l'automne. Ces travaux vont facilement s'étendre jusqu'au mois de juillet, août, dans le pire des cas. Et dans le cadre de ce contrat-là, il était prévu un dédommagement pour une durée de fermeture de la piscine. Et nous devrions pouvoir arriver à diminuer le temps de fermeture de la piscine, de le ramener de 6 mois à 2 mois. C'est-à-dire en faisant des travaux sur des parties masquées qui n'impactent pas les déplacements des visiteurs, des sportifs ou des habitués de la piscine. Oui, alors, on va peut-être, si vous voulez bien, Madame de Rosa, peut-être pas le rementionner tout de suite dans la presse, dire qu'il y aura une période où il faudra peut-être la fermer sans donner, parce que ça pourrait avoir un préjudice pour les abonnements. Les gens vont dire peut-être je ne prendrai pas d'abonnement sur la saison de septembre à juin, alors qu'on fermera les consignes que j'ai données. J'ai donné les consignes suivantes. À la base, cette piscine est pour la formation de nos scolaires. Donc, normalement, on devrait tout mettre en œuvre pour que la saison scolaire et donc la saison sportive, la période où les gens prennent leur carte de septembre à juin, ne soit pas impactée, avec éventuellement une période d'arrêt. Si les scolaires terminent au 30 mai, alors on fermerait sur juin-juillet. Si les scolaires terminent fin juin, on fermerait juillet-août. Voilà. Donc, mais pour l'instant, comme je ne le sais pas et que je ne voudrais pas impacter même les recettes de la piscine par des gens qui auraient peut-être peur de prendre un abonnement
ou une carte de membre au niveau d'une association, si on peut éventuellement faire la passe sur cette info que je donne à l'ensemble des conseillers communautaires. Et bien sûr, je reviendrai vers vous dès que j'aurai des plannings plus serrés par rapport aux consultations des entreprises avec des dates d'engagement, des dates de travaux et tout ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce point? Oui, Gérard. Ah, c'était bon. Oui, moi je voudrais savoir un peu plus exactement la date de fermeture de cette piscine parce que je suis obligé de faire statuer une commission de sécurité qu'on me presse de prendre depuis 2 mois déjà et que je suis en train de reculer à chaque fois, mais... Alors, à mon avis, alors comme on est en off, la piscine, on ne la fermera pas avant le 1er juin. Avant le... Ah oui, on est en off, on est en off en étant retransmis sur Internet. Donc on ne fermera pas, la piscine ne sera pas fermée avant le 1er juin. Pour le 1er juin 2013. 2013, voilà. Donc je suis obligé de faire passer la commission de sécurité. Voilà. C'est ce que je voulais savoir, c'est tout. Ok. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Y a-t-il d'autres questions ? Non, mais nos internautes sont en off aussi. Y a-t-il d'autres questions? Si on n'a pas, on va procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Dans les points divers, je voulais juste vous rappeler l'histoire des 30%. Vous savez, au niveau des constructions. Soyez vigilants. N'oubliez pas, on ne sait pas si la loi ou le décret de loi va être signé ou pas être signé. Donc, soyez vigilants. Y a-t-il d'autres questions en matière de divers? Alors, s'il n'y en a pas, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, parce que ça va être la période. Je vous souhaite de vous ressourcer et de vous reposer, que nos internautes en fassent de même et se reposent, et on aura un plaisir à se retrouver à la rentrée. En tous les cas, bonnes vacances, reposez-vous bien, et au mois de septembre. C'est vrai, mais on offre des internets. Tout le monde le sait maintenant. C'est pas mal. Oui, Rodemack est 16e. Voilà, sur 5 ans. C'est pas mal. Ah, sur 22. Oui, ben donc c'est 16e sur 5 ans. C'est à qui ça?